Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux ce soir, vraiment merci d'être là. On va commencer notre soirée. J'espère que vous avez tous hâte. Moi j'ai hâte. Merci d'être venus là malgré ce grand soleil et cette température printanière. Et moi je me présente, je m'appelle Julie, je suis vice-directrice de Bistro Brain. On me voit rarement, mais aujourd'hui vous êtes chanceux, vous me voyez. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi ce soir pour cet événement Santé mentale jeunesse. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit mot sur Bistro Brain, qui est donc un organisme de vulgarisation scientifique établi depuis 2017 à Sherbrooke. Et je vous en dis pas plus pour l'instant, mais aujourd'hui est une soirée assez spéciale pour l'organisme également. Alexis vous en dira plus tout à l'heure. Je vais remercier également nos commanditaires pour la soirée. On a le REMDUS, la FEUS, le SAREUS, le Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke, ainsi que Solstice Sauna et Madame Catherine Boileau. Le format de la soirée aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va avoir 4 présentations scientifiques vulgarisées de 12 minutes chacune, suivies d'une petite période de questions. Au bout des 2 présentations, des 2 premières présentations, on va faire une pause de 10 à 15 minutes, donc vous aurez le temps d'aller vous rafraîchir, d'aller à la salle de bain, de reprendre une bière, de manger des nachos, bref, de faire ce que vous voulez. Et sans plus tarder, on va accueillir sur scène Alexis Thibault, qui a donc un petit mot à vous dire. Alexis, directeur de Bistro Brain, depuis longtemps. Écoutez, bonsoir tout le monde. Alexis Thibault, directeur de Bistro Brain, très humblement là pour vous présenter les réalisations de Bistro Brain depuis son premier événement le 6 mars 2017. Donc, avec des statistiques très vulgarisées, on commence déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient deviner combien d'événements on a fait depuis le 6 mars 2017? 125, on a 42 en arrière. On a-t-il une dernière tentative hasardeuse? 85. Ben, c'est 128e événement ce soir, donc bon applaudissement. Et avec ça, ben, naturellement, il y a des gens qui présentent, qui montent sur scène, qui gagnent la confiance pour parler de leur domaine scientifique à un public très élargi. Donc, de ce côté-là, ben, on est très content de dire qu'on a donné le coup d'envoi puis une bonne tape dans le dos à 530 personnes. J'ai pris le temps de les compter une à une sur nos fichiers Excel et événements Facebook qui dataient de 2017. Donc, encore une fois, une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Mais là, on s'en va vraiment aussi dans la voie de la formation. On a une formation qu'on a montée depuis 2019 qui s'appelle « Initiation à la vulgarisation scientifique ». Et là-dedans, ben, on devient vraiment des experts de la vulgarisation. Les gens qui vont présenter ce soir ont suivi cette formation-là. Et c'est vraiment un beau tour d'horizon pour s'initier. Dans ce côté-là, on a à peu près 1000 personnes qui ont été formées. Et là, je passe vraiment au gros chiffre. Là. On parle de vous. Les gens qui rendent la science vivante, ça prend des gens pour écouter. C'est un dialogue. Donc, de ce côté-là, on a eu 7000 personnes. OK. Officiellement, là, avant ce soir, c'était à 6975. Mais je me suis dit, on a au moins 25 personnes qui vont être là. Donc, on arrondit. Et finalement, ben, vous pouvez voir, on fait la captation vidéo. Donc, il y a des gens qui peuvent regarder les vidéos à partir de Montréal, de la France. Il n'y a vraiment pas de barrière spatio-temporelle. On vous encourage d'ailleurs, si vous voulez aller voir un événement thématique, drogue et performance, économie circulaire, environnement qui ont lieu à Montréal, Québec, allez jeter un petit coup d'œil à notre chaîne YouTube. Et de ce côté-là, ben, on va topper les 50 000 visionnements. Donc, c'est vraiment pas rien non plus. Pour souligner le fait qu'on a 8 ans ce mois-ci, on vous offre un petit quiz au début de l'événement. Et pour ça, on va vous offrir... j'ai mélangé mes affaires. Donc là, on parlait du quantitatif. On va maintenant parler du qualitatif. Ça, c'est une blague des scientifiques.
Donc, il y a un code QR qui s'affiche en version un Slido. Vous pouvez scanner le code ou aller sur slido.com, slido.com, et je vais dire le numéro à voix haute. C'est le 11 43 162. Le 11 43 162. J'espère que quelqu'un a gagné au 649. Donc, vous allez pouvoir décrire Bistro Brain en un mot, parler de qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous amène ici à ces événements gratuits une fois par mois au centre-ville de Sherbrooke. Donc, on a déjà des gens qui répondent enrichissant, plaisir, intéressant. Les autres sont en train de prendre Internet. Curiosité, éducation, captivant. Donc, c'est des mots qui se répètent. En théorie, ils vont prendre plus d'espace. Là, on est vraiment un pour un. On va voir si... Oh, Alexis Cœur, je sais pas, admirateur, admiratrice secret. J'ai comme l'impression que c'est la personne qui lève les bras dans les airs en arrière. Intéressant. On voit vraiment la vulgarisation, apprentissage, encore plaisir. Donc, vous voyez, c'est vraiment le reflet. Ce qu'on essaie de faire, Bistro Brain, je répète souvent, c'est avant tout des personnes, des gens qui croient au projet de diffuser la science à travers le plaisir. Diffuser la science à travers le plaisir. Donc maintenant, on va passer à un petit quiz. Et pour l'occasion, on va vous remettre des consommations au nombre de 8, que c'est conceptuel. Donc, 5 consos pour la première personne, 2 consos pour la deuxième personne et 1 conso pour la troisième personne. Ça va être un Kahoot, pour ceux qui connaissent. S'il fonctionne, on l'a testé comme 4 fois. Donc, vous allez pouvoir vous connecter, il va y avoir un code QR qui va être affiché. Et à partir de ce moment-là, ça va être des questions sur l'historique de Bistro Brain. J'ai donné quelques indices là, pour ceux qui n'avaient pas compris encore. Donc, on vous invite à scanner le code QR. Vous pouvez prendre la lentille intelligente de votre téléphone pour ce faire. Et on va participer à ce petit jeu, faire vivre le côté très ludique de Bistro Brain. Naturellement, les bénévoles de Bistro Brain sont proscrits à la participation. Ceux qui ne sont pas familières avec Kahoot, dans le fond, on voit les questions à l'écran, il va y avoir des choix de réponse. Il y a des points pour écrire la bonne réponse et aussi des points pour répondre rapidement avec la bonne réponse. Donc, à la fin, il y a un classement qui se crée. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Là, je ne vois pas de téléphone en l'air, fait que je pense qu'on peut transférer au Kahoot. C'est camouflé, là. Je ne sais pas si tu as compris, mais il y a comme une surface opaque. Ah, OK, on va passer au Google Form dans ce cas-là, parce qu'on va donner une chance égale à tout le monde. Nous, on aime la gratuité, mais il semblerait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Fait que ça va être un code QR, puis à ce moment-là, Anne-Ève, tu vas pouvoir aller sur le dossier de l'événement, chercher le Google Form. C'est parfait, souriez. En passant, on a notre influenceuse improvisée, Laurie, qui va prendre des vidéos, des photos durant la soirée. Donc, si vous n'êtes pas consentant, consentante, juste à manifester. On prend pour acquis que votre manque de réaction est un consentement tacite. Donc, je peux dire les questions à voix haute. Là, vous les voyez déjà sûrement apparaître. Là, donc, à quel moment a eu le premier événement de Bistro Brain? Combien d'événements on a fait depuis le début? C'est quoi la mission de Bistro Brain? C'est quoi la valeur principale de Bistro Brain? Donc, aussitôt qu'on a 3 gagnants qui apparaissent avec des notes parfaites, ça va être... on va être ceux qu'on va sélectionner. J'en profite de mentionner une fois de plus, je ne sais pas si vous avez peut-être pas vu passer, là, mais le dernier événement, il y a 2 semaines, avec Femmes en sciences, on a battu notre record d'achandage, donc vous pouvez comprendre, ça fait vraiment monter notre taux de participation. Il
Il y avait eu 218 personnes. Et on est pas mal dans les mêmes eaux ce soir en termes d'inscription sur l'événement Facebook. On s'attend à ce qu'il y ait encore plus de gens. On s'est permis de commencer plus tôt pour compenser les débordements d'énergie. OK. Bon, ben, nous, ce qu'on fait souvent avec la formation en vulgarisation, c'est apprendre aux scientifiques qu'il faut mériter l'attention des gens, puis une bonne façon de le faire, c'est l'humour. Dans le cadre de notre formation, on a des petites blagues, là, on essaie de les faire vivre en fonction de la personnalité des gens qui donnent la formation. Moi, je suis très pince sans rire, fait que j'y vais comme ça. Comment est-ce qu'on appelle un vulgarisateur qui fait pas de blagues? Alexis. On va y aller comme ça. Quoi? Est-ce qu'on a des gagnants? Les noms? Oh my God. OK. Bon, on avait un backup, puis on a oublié de prendre les noms. Bon, écoutez, on va donner plus de coupons à la fin, mais je vous donne les réponses. Donc, le premier événement, vous avez compris, c'était le 6 mars 2017. Donc, main d'applaudissement pour les gens qui ont bien répondu. Combien il y a eu d'événements? Ben, on est le 126e événement. Les autres questions, c'est quoi la mission de Bistro Brain? C'est diffuser la science à travers le plaisir. Et vous aurez compris, la valeur principale, c'était le plaisir. Puis la dernière question, je ne sais pas si quelqu'un peut me répéter. Oui, ben oui, exactement. J'ai donné la réponse durant le quiz. Ah, que je suis gentil. OK, bon, ben là-dessus, c'est vraiment un tour d'horizon. On en repasserait pour les quiz en direct. Mais je redonne la parole à Julie, puis je souhaite un très bon Bistro Brain. Merci d'être là et au plaisir. Merci. Exceptionnel. On espère que vous n'êtes pas trop déçus. Vous les aurez tantôt, les consommations. Désolé, il va falloir être sobre pour écouter les présentations. De toute façon, c'est santé mentale jeunesse. OK, donc. J'en profite avant de nous lancer directement dans cette soirée et d'accueillir notre première présentatrice pour vous demander une bonne main d'applaudissements pour nos collaborateurs de ce soir, qui sont le GRISE ainsi que la faculté d'éducation. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ces collaborateurs. Sans qui, évidemment, les soirées comme celle-ci ne pourraient pas avoir lieu. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la première présentation de ce soir. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. On va accueillir Elisabeth, qui est étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Petit temps de passage de notes. Elle détient également une maîtrise en service social et dans le cadre de ses travaux, elle s'intéresse aux personnes adolescentes qui vivent une hospitalisation en raison de leur état de santé mentale et aux conditions qui vont favoriser la transition et le rétablissement de ces personnes adolescentes. Elisabeth, je t'invite tout de suite à monter sur scène. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Bonsoir, merci pour votre accueil. OK, c'est bon diaporama. Dans un premier temps, j'aimerais ça vous demander de vous remémorer le temps où vous alliez à l'école secondaire. Hein? Donc, c'est peut-être des souvenirs qui sont... Est-ce que je parle assez fort? Oui, OK. Alors, c'est peut-être des souvenirs qui ne sont pas si lointains pour certains, un peu plus loin pour d'autres. Par là. OK. Fait qu'on va s'aider avec cette image-là. Peut-être que ça vous... Non, pas celle-là. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs. Je vais vous demander un peu plus précisément de vous souvenir d'un moment où vous auriez manqué de l'école durant plusieurs jours consécutifs. Est-ce qu'il y en a à main levée qui se souviennent d'avoir manqué quelques jours d'école à l'école secondaire pour diverses raisons? Soyez pas gênés, là, je ne vais pas vous demander pourquoi. Alors, ça peut être pour plein de raisons, en fait. Peut-être que vous aviez une grosse grippe, une mononucléose, un autre problème de santé, ou peu importe ce qui est arrivé dans votre vie. Mais à ces personnes qui se souviennent, essayez de vous rappeler un peu comment vous vous êtes sentis au moment de retourner à l'école après avoir manqué quelques jours.
Peut-être que vous étiez stressé par rapport à la matière que vous aviez manqué. Peut-être que vous aviez manqué même des examens qui étaient à reprendre, des travaux, etc. Moi, en fait, j'ai volé mon punch, là, mais quand je pense à un moment où j'ai manqué de l'école pendant plusieurs jours, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. C'est parce que j'ai eu la chance de faire un voyage en Afrique. Et puis, malgré le fait que la raison de mon absence était super heureuse, soit découvrir un nouveau continent, et aussi que cette absence-là était planifiée, mais malgré tout ça, là, la jeune fille de 14 ans que j'étais était bien stressée de manquer 2 semaines d'école, même que j'ai très bon souvenir d'être partie avec, dans mes bagages, mes gros manuels de mathématiques bien lourds. Oui. Mais là, assez parlé de mon expérience heureuse, bien que stressante, d'avoir manqué 2 semaines d'école au secondaire. La raison pour laquelle je nous ramène à nos propres expériences, c'est pour essayer d'un peu mieux s'imaginer ce que peuvent vivre des adolescents, des adolescentes qui retournent à l'école secondaire après s'y être absentés en raison d'une hospitalisation en pédopsychiatrie. Donc, en pédo quoi? Pédopsychiatrie. En fait, là, j'entends par ça les services pour enfants et adolescents de l'hôpital qui traitent des troubles mentaux. Puis pour vous donner quelques exemples de troubles mentaux, on peut penser à des troubles d'anxiété, de la dépression, des troubles de comportement alimentaire, etc. Et donc, ces jeunes qui vivent cette expérience d'être hospitalisés, de retourner à l'école, peuvent devoir faire face à plusieurs défis au moment de revenir à l'école. Donc, on a parlé déjà un peu du retard là, sur le plan scolaire, mais à tout ça s'ajoute l'état de santé mentale qui peut être encore fragile, dont les jeunes doivent prendre soin. Et cet état de santé mentale-là peut aussi apporter des difficultés là, à faire des nouveaux apprentissages. En plus de tout ça, bien, il y a des questions sur les raisons de l'absence qui peuvent venir d'autres jeunes, qui peuvent venir d'enseignants, puis il y a même des jeunes qui font face là, à des rumeurs au sujet de leur absence. Ce qui m'amène aussi à vous parler de stigmatisation qui est parfois présente, c'est-à-dire le fait là, d'être étiqueté comme une personne qui a des troubles mentaux, puis d'être réduit à cette étiquette-là finalement. Donc, face à tous ces défis auxquels doivent faire face les jeunes, bien, on s'est demandé là, comment les aider à surmonter les défis de cette transition de l'hôpital à l'école. Et c'est là que le soutien social nous est apparu comme une bonne piste de solution à investiguer. Donc, le soutien social, c'est l'aide qu'une personne reçoit ou qu'elle perçoit comme étant disponible auprès de son réseau, autant son réseau formel, donc on pense à des enseignants, des intervenants, un médecin par exemple, ou de son réseau informel, donc des parents, des amis, de la fratrie même. Puis là, pour vous donner des exemples très concrets là, de soutien social, bien, le soutien social, c'est autant ta mère qui te prête de l'argent pour arrondir ta fin de mois que ton père qui te prépare des petits plats congelés pour que tu manges bien toute la semaine. J'ai essayé de ne pas être stéréotypée, éviter les stéréotypes ici. C'est aussi là, ton professeur qui prend du temps supplémentaire avec toi pour t'occuper de la matière que tu n'as pas bien compris, ou encore tes amis, tes bons amis vers qui tu sais que tu peux te tourner si tu en as besoin. Mais tout ça, ce sont des exemples de soutien social. Puis ce qu'on sait d'une façon générale là, du soutien social, entre autres, c'est que dans des situations stressantes, bien, ça permet d'atténuer les effets néfastes du stress sur la santé, puis donc de favoriser le bien-être. Donc, on s'est demandé, c'est quoi l'expérience de soutien social des ados lors de la transition de l'hôpital à l'école? Puis aujourd'hui, bien, je viens vous parler plus spécifiquement de ce qui ressort comme étant particulièrement aidant. Donc, qu'est-ce que c'est, sans plus attendre? En fait, c'est de percevoir du soutien. Percevoir du soutien, c'est ressorti comme un élément essentiel au bien-être des ados qui reviennent à l'école après une hospitalisation en pédopsychiatrie. Donc, le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous en cas de besoin, puis de voir en fait ce soutien latent, cette aide qui est disponible en cas de besoin, bien, ça semblait parfois être peut-être même plus aidant que de recevoir concrètement le soutien.
Donc là, je vous parle de soutien perçu, soutien reçu. Pour vous donner un autre exemple concret, là, ça, c'est la différence entre mon chum qui me dit qu'il est disponible là, si j'ai besoin de parler, là, si je vis quelque chose. Donc, je perçois un soutien et j'apprécie. C'est la différence entre ça et le moment où je vais effectivement me tourner vers lui pour ventiler, me confier. Et puis là, je vais recevoir du soutien qui peut correspondre à mon besoin de trouver une écoute attentive, mais qui peut aussi pas répondre à ce besoin-là, puis peut-être que je vais trouver cette journée-là une écoute distraite, ou pire, pour moi, peut-être que je vais avoir plein de conseils sur ce que je devrais donc faire. Mais ça, c'est moi. Donc, mais là, les résultats de mon mémoire n'indiquent pas, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça, que les résultats indiquent que le soutien reçu, c'est très risqué, puis mieux vaut ne pas en donner parce que peut-être que la personne ne l'appréciera pas, là, c'est pas ça. Mais avec le soutien social perçu, on se trompe moins. Bon, c'est sûr, là, c'est plus facile, il n'est pas encore donné. Mais outre ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans ce contexte-là, le soutien social perçu a des fonctions importantes. Donc, quelles sont ces fonctions-là? Oui, c'est ça. En fait, percevoir là, du soutien, c'est un élément important dans ce contexte parce que ça permet aux jeunes de se sentir important pour l'autre. Ça leur permet également de savoir qu'ils peuvent se confier en cas de besoin. S'ils osent le faire, il y a quelqu'un qui est là pour eux. Ça leur permet aussi de briser le sentiment de solitude. Puis là, je m'arrête ici, c'est un point très important, parce que le sentiment de solitude, puis le sentiment de distance avec les autres, c'est un sentiment qui est très marqué dans ce contexte-là. D'ailleurs, toutes les personnes participantes là, de l'étude nous en ont parlé. Également, le soutien social, le soutien perçu, ça permet de sentir un lien à l'autre. Puis, dans le cas d'une participante, sentir ce lien-là, ça lui a même permis d'éviter de... ça lui a même permis de ne pas passer à l'acte suicidaire. Donc, c'est non négligeable. Puis, je tiens à dire que les photos qu'on voit sur cette diapositive-là ont toutes été soit prises ou choisies sur une banque d'images libres de droit par les personnes qui ont participé à l'étude pour décrire leur retour à l'école ou encore nous parler de ce que ça leur a pris pour que ça se passe bien. Donc, qu'est-ce qui permet aux ados dans cette situation de percevoir du soutien? Ou autrement dit, là, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut aider ces jeunes-là et qu'ils perçoivent notre soutien? Bien, la première des choses très importantes, c'est la présence. Donc, offrir une présence soutenue, bienveillante, qu'on soit un parent, un proche, un enseignant, un intervenant, ça peut faire une différence. Le deuxième point, c'est l'aller vers. En anglais, on va dire le reaching out. Donc, c'est le fait de ne pas attendre que la demande d'aide se fasse, parce que parfois, ça peut être difficile, exigeant de faire cette demande-là. Donc, c'est d'offrir, prendre les devants puis d'offrir. D'offrir notre soutien, de l'accompagnement, d'offrir des accommodations aussi à l'école. Donc, aller vers eux. Également, il y a des jeunes qui nous ont parlé de la reconnaissance de leur vécu, donc la reconnaissance de leur souffrance, de leur résilience. Bref, si on sait, si on est au courant, de ne pas faire comme si de rien n'était, mais attention, le faire en toute discrétion, là, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde est au courant. Donc, je reviens avec mon message clé. Percevoir du soutien ressort comme un élément essentiel au bien-être des ados qui retournent à l'école après une hospitalisation en pédopsychiatrie. Puis pourquoi? Bien, notamment là, parce que ça permet de briser le sentiment de solitude et de distance avec les autres qui est très marqué dans ce contexte-là. Pour la suite, ben, ça pourrait être intéressant là, de se pencher sur certains types d'interventions qui ont le potentiel là, justement d'augmenter le soutien social perçu, notamment là, l'intervention de groupe, puis la paire aidance.
Donc, la paraidance, c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait vécu l'expérience de l'hospitalisation et de retour à l'école dans le passé, puis qui pourrait être présent là, pour un jeune qui vit la situation. Donc, voilà pour la suite. Donc, en terminant, je tiens à remercier sincèrement les personnes qui ont participé à l'étude, qui se sont courageusement et généreusement ouvertes sur leur expérience. Merci également à mes directrices Julie Noël, Anne-Marie Touga. Merci aux chercheurs, là, à l'équipe de chercheurs qui ont initié le projet initial duquel mon mémoire découle. Puis, merci à tous les organismes là, qui ont contribué, soit financièrement ou d'une autre façon, à la fois au projet de recherche, à mon mémoire là, ou à cette présentation. Merci à toute l'équipe du Bistro Brain, puis merci à vous. Merci beaucoup, Elisabeth. Je t'invite à rester pour les petites questions. Donc, on a un petit 5 minutes pour des questions. Est-ce qu'on aurait des participants dans la salle qui auraient des questions pour Elisabeth? Je vous invite à aller, il y a un micro au fond, ou simplement lever la main et parler très fort, si vous préférez. Moi, j'en aurais peut-être une pour toi, pour commencer, Elisabeth. Je me demandais, on parle de soutien perçu. Est-ce que, quand on perçoit un soutien et que, justement, on veut, à un certain moment, le recevoir, mais que peut-être la réception ne se fait pas, que finalement la personne retire un peu sa proposition. Est-ce que ce genre de situation, c'est des choses que vous avez pris en compte dans l'étude ou qui, selon toi, seraient importantes ou peut-être pas tant? Bien, en fait, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça dans les données, là, dans les témoignages des personnes. C'est pas quelque chose qui est ressorti. J'avoue que peut-être que mon exemple n'était pas super bon parce que je vous ai peut-être amené à croire que c'était quelque chose qui se faisait. Mais non, normalement, j'ai l'impression que les gens qui offrent leur soutien l'offrent jusqu'au bout. Là. Ouais. Parfait, merci. Merci pour ta question. Oui, au micro, je t'en prie. Merci beaucoup pour ta présentation. Avez-vous, dans les sujets interrogés justement des adultes qui ont vécu de l'hospitalisation pendant leur adolescence et qui, a posteriori, seraient capables d'exprimer, ça aurait été quoi leurs besoins à ce moment-là, etc.? Merci beaucoup pour ta question. En fait, ça m'amène à parler de l'échantillon. Les personnes qu'on a interrogées, en fait, sont des jeunes adultes qui ont vécu cette expérience-là durant l'adolescence, donc qui nous ont parlé de façon rétrospective, là, qui avaient un regard puis une certaine distance sur l'expérience qu'ils ont vécue. Oui. Merci. On a encore le temps pour une dernière question. Si on n'a pas, on va finir là. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette première présentation. Jamais facile. Merci. Merci beaucoup. Pour notre deuxième présentation de la soirée, nous allons accueillir Marie-Lie. Oh, pardon. Frédéric, excuse-moi. Désolée, mon ordre était mélangé. Frédéric réalise une maîtrise de type recherche en psychoéducation. Elle a cumulé plusieurs expériences en recherche, dont un stage d'été en initiation à la recherche, où elle s'est notamment intéressée au rôle protecteur du sentiment d'auto-efficacité. Elle est finaliste de plusieurs prix, félicitations, et va nous parler aujourd'hui de l'anxiété et de l'adolescence, avec notamment l'effet protecteur de ce sentiment d'auto-efficacité. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Frédéric. Je vais peut-être avoir besoin du petit gadget, ouais. Il est allumé? Oui, c'est bon. OK. C'est bon. OK. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment un bon public, merci. En fait, moi, ça va super bien, je suis bien excitée, mais aussi bien stressée d'être sur la scène ce soir. En fait, je me dis stressée parce que, comme le montre l'image juste ici, le petit test, ben, je me sens encore comme un bébé dans ce monde de recherche parce que je suis à la maîtrise en psychoéducation, profil recherche. Par contre,
Mon stress ce soir, il n'est pas très grave parce qu'il fait quand même bien avec mon thème qui est l'anxiété. Donc, une question que je me suis intéressée dernièrement, c'était de comment qu'on fait pour réduire les effets de l'anxiété sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes. Et une des stratégies qu'on a vues qui peut fonctionner, en fait, c'est de promouvoir le sentiment d'auto-efficacité. Mais là, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on fasse un exercice ensemble. Là, c'est sûr qu'on voit une montagne qui brûle, mais je vous rassure, ça va bien se passer. Donc, je vous invite à fermer les yeux et penser au droit à l'avortement, à tes finances pour acheter une maison, au fait qu'il pourrait manquer de la bière ce soir au Boc, à Trump, à ta to-do list, au mâle alpha, au fait qu'il pourrait y avoir personne à ma présentation ce soir. Comment ça va maintenant, Sherbrooke? Non, de se dire, oui, je suis venue ce soir pour prendre la bière, pour chiller, pas pour vivre de l'anxiété. Bien, ce que vous venez de vivre, c'est de l'anxiété parce que vous avez potentiellement anticipé que quelque chose pourrait survenir. Pour le stress, on pourrait davantage penser qu'on a un examen à livre ouvert à l'université, on se rend en classe, on ouvre notre sac, mais il n'y a pas de livre. C'est pas il y a 2 minutes, ça, c'est du stress. Donc, maintenant qu'on a vécu un peu plus ensemble la différence entre l'anxiété et le stress, j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus loin avec les définitions. Donc, il y en a qui vont la réduire, la définition du stress, à quand ils voient un ours dans la forêt. Pour d'autres, c'est plus quand ils voient un homme dans la forêt. Mais bon, je n'irai pas dans cette avenue-là ce soir. Donc, définition du stress, on parle ici d'un système d'alarme interne qui est déclenché face à un danger ou un risque qui est réel, mais c'est quand même relativement rapproché dans le temps. C'est aussi une réaction qui est normale et qui demande une certaine adaptation au corps, mais quand que c'est bien dosé, bien, ça permet d'améliorer les performances. On voit qu'il y a 3 réponses au stress possibles. Donc, premièrement, de fuir, de combattre et de figer. Donc, par exemple, pour ma part, bien, si je croise une araignée dans mon appartement, mais ma réponse au stress, ça risque de fuir dans une autre pièce et de demander à mon chum d'aller la tuer. Par contre, les coccinelles, c'est un petit peu plus accessible pour moi. Donc, si j'en croise juste dans mon appartement, bien, ma réponse au stress, ça va être de la combattre, malheureusement. Et finalement, bien, si je croise un ours dans la forêt, bien, ma réponse au stress, ça risque davantage de figer. Pour l'anxiété, on parle ici d'un état d'appréhension et d'anticipation face à une situation qui est réelle ou pas, et il y a la présence de pensées anxiogènes, donc des pensées qui sont disproportionnées par rapport à la situation qui est anticipée. Donc, c'est un peu comme la peur d'avoir peur, mais on comprend que ce n'est pas très productif. Donc, par exemple, pour ma part, bien, comme bonne étudiante, bien, je veux avoir des bonnes notes. Mais là, j'ai un examen qui arrive bientôt, genre dans 2 jours, puis j'ai comme vraiment peur d'avoir une mauvaise note. Mais j'ai tout le temps des bonnes notes. Fait que là, je vais étudier parce que j'ai comme peur que quelque chose pourrait arriver. Ben ça, c'est peut-être un peu plus de l'anxiété. Donc, maintenant que vous êtes des professionnels de la définition de l'anxiété, à main levée, qui n'a jamais vécu d'anxiété? OK, je ne m'attendais pas à ça ce soir. Merci de ton honnêteté. Ben, je t'invite, après la présentation, qu'on puisse échanger. Je vais essayer peut-être d'identifier les sources d'anxiété. Sinon, peut-être falloir que tu me donnes tes trucs parce que ça a l'air efficace. Là, mais bref, le message ici, c'était surtout pour nommer que c'est beaucoup plus normal de vivre de l'anxiété que de vivre des niveaux qui sont plus problématiques. Donc, une anxiété normative, ça se représente chez une personne de façon occasionnelle et contrôlable. L'entourage comprend les inquiétudes, ça va mobiliser la personne à aller chercher de l'aide, à trouver des solutions. Puis, il y a aussi quelques symptômes physiques, comme un grand classique qui est d'avoir mal au ventre. Pour l'anxiété problématique, on parle de quelque chose de plus constant, d'incontrôlable. L'entourage trouve que la personne, elle exagère. Ça va paralyser la personne, elle va se sentir dépourvue de moyens et il y a plusieurs symptômes physiques importants. Donc, pour l'anxiété problématique, on voit que ça entraîne une certaine souffrance dans la vie de la personne et que ça l'empêche de bien fonctionner au quotidien.
Dans une enquête québécoise auprès des personnes adolescentes en ce qui concerne l'anxiété problématique, on a vu une prévalence de 9 % en 2010 et 2011, où est-ce que des professionnels de la santé avaient confirmé que le jeune vivait de l'anxiété problématique, suivi de 17 % en 2016 et 2017 et de 20 % en 2022-2023. Donc, on voit une certaine augmentation dans le temps, d'où l'intérêt de s'y intéresser. Donc, les conséquences d'une anxiété plus problématique, on parle ici de difficultés académiques, sociales, de concentration, de l'évitement, voire de l'isolement social. Et tout ça, bien, ça peut entraîner des impacts sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes. Donc, petit rappel de ma question initiale qui était de comment on fait finalement pour réduire les effets de l'anxiété sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes. Et ce soir, on m'a demandé d'avoir une approche peut-être un peu plus axée sur les solutions. Et moi, dans le cadre de mon projet de mémoire, bien, je m'intéresse au sentiment d'auto-efficacité. Mais c'est quoi cette bébête-là? Donc, on l'a définit comme une perception et confiance qu'une personne va avoir envers ses propres capacités pour venir surpasser puis maîtriser les situations qui sont dites difficiles et stressantes. Donc, une personne qui a un faible sentiment d'auto-efficacité, bien, on va observer qu'elle va davantage abandonner quand la tâche est plus difficile. Elle va être centrée sur la difficulté de la tâche plutôt que ce soit des petits motivateurs. Elle va demander peu d'aide quand c'est nécessaire, puis c'est souvent accompagné d'un bon sentiment d'incompétence. Donc, par exemple, pour ma part, bien, si je dois rédiger mon mémoire, je deviens découragée assez rapidement. Ça ne m'empêche pas, par contre, de demander de l'aide à ma directrice de recherche, mais j'ai vraiment l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Bien, ça, c'est peut-être un peu plus un faible sentiment d'auto-efficacité. Pour un fort sentiment d'auto-efficacité, bien, c'est une personne qui va croire en ses compétences pour accomplir une tâche. Les tâches plus difficiles, c'est des petits défis. Elle va demander de l'aide lorsqu'il y a besoin. Puis elle croit aussi avoir du contrôle sur des événements qui pourraient survenir pendant une tâche qui sont plus imprévisibles. Donc, par exemple, pour ma part, bien, si je dois organiser une activité, là, oh my God, je sais que c'est une force, assez que je le mets dans mon CV, je peux vraiment tout organiser. L'année passée, c'était un voyage en Italie. Je planifiais c'est quand on allait dîner, c'est quand on allait aussi dormir. L'année, dans la vie de tous les jours, c'est moi qui s'occupe de toute l'organisation de l'appartement. Même si ça fait bien des conflits avec mon chum, mais bon, ça reste que c'est une force pour moi. Les résultats de ma recherche, fait que les analyses préliminaires me disent que les symptômes anxieux, bien, ils ont des impacts sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes. Par contre, quand on améliore le sentiment d'auto-efficacité, bien, on voit que ça agit comme des petits boucliers contre les conséquences négatives des symptômes anxieux sur le fonctionnement. Donc, l'association entre les symptômes anxieux et le fonctionnement, elle est moins importante quand le sentiment d'auto-efficacité est élevé. Donc, dans d'autres mots, bien, c'est pas si grave de vivre des symptômes anxieux parce que quand j'ai un fort sentiment d'auto-efficacité, bien, forcément, il va y avoir moins d'impact sur le fonctionnement. Donc, ce soir, je vous propose 3 stratégies pour améliorer le sentiment d'auto-efficacité. Merci. Premièrement, les expériences de succès. Donc, plus qu'une personne vit du succès, des réussites, plus qu'elle va avoir l'impression qu'elle a les compétences pour réaliser un objectif, une tâche, voire un comportement. Et je parle ici de l'importance de décortiquer les tâches en de petits objectifs. Et souvent, la métaphore que je vais faire avec des jeunes en suivi, c'est la montagne. Donc, le plus intéressant pour moi, en tout cas, c'est l'objectif final. C'est ça qui est plus beau, le sommet. Mais quand il y a 6 heures de randonnée à faire, ça peut être vraiment décourageant. En tout cas, pour moi, oui. Mais de décortiquer la montagne en de petits objectifs, bien, je peux voir que finalement, c'est peut-être un peu plus réaliste et atteignable. Ça va me communiquer que j'ai peut-être les compétences pour faire la randonnée, finalement. Donc, par exemple, pour ma part, bien, en 2023, jamais j'aurais pu penser faire une présentation Bistro Burn ce soir. Fait que c'est en faisant plusieurs expériences de vulgarisation scientifique, comme un stage d'été, des congrès, que j'ai vu que j'étais quand même fière de moi et j'avais peut-être les compétences pour faire ce genre de présentation. Ensuite, le renforcement positif, tant de la part de l'entourage que de soi-même, bien, c'est important de prendre le temps de se féliciter, de s'encourager quand on a des réussites, mais aussi quand on déploie des efforts pour réaliser un objectif, par exemple. Et je parle ici de l'importance de la rétroaction sociale, parce que quand on a une personne autour de nous qui croit en nous, bien, ça me communique que forcément, j'ai peut-être les compétences finalement pour faire ce genre d'activité. Donc, par exemple, pour ma part,
Ben, je suis très sensible au renforcement positif de ma directrice de recherche. Donc, quand elle me félicite ou qu'elle m'encourage, j'ai vraiment l'impression que je finis mon mémoire demain matin. Donc, je recommande. Et finalement, ben, d'observer des personnes qui réussissent, donc surtout des personnes qui ont des caractéristiques similaires aux miennes, qui me permettent de m'identifier à, ben, ça va en fait, de les voir persévérer face à une tâche qui est plus difficile, puis de les voir réussir, ça va me communiquer que j'ai peut-être les compétences, moi aussi, finalement, pour faire ce genre de tâches. Et je parle de l'importance ici d'avoir des modèles qui nous ressemblent, parce que si je commence le ski, par exemple, ben, je me compare avec un athlète, ben, ça se peut que je me décourage, je me démotive, parce que je ne veux pas avoir les mêmes résultats que l'athlète. Donc, par exemple, pour ma part, bien, de voir mes amis, mon chum, ma mère atteindre les objectifs, de voir les filles en séminaire de recherche avancer leur projet de mémoire, bien, ça me communique que peut-être moi aussi, j'aurai les compétences finalement pour faire ce genre d'activité. Puis au besoin, je pourrais même leur demander de l'aide. Donc, ce qu'il faut retenir de ma présentation, c'est que le sentiment d'auto-efficacité, bien, ça a vraiment le potentiel d'être une bonne stratégie d'intervention auprès des personnes adolescentes, parce qu'on a vu qu'il y avait un certain effet protecteur contre les symptômes anxieux, et c'est une stratégie encore plus pertinente pour nos jeunes en ce moment dans notre société qui est anxiogène et qui sont confrontés à plusieurs stresseurs au quotidien. Donc, merci beaucoup. Mon nom, c'est Frédéric. Si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette très belle présentation. Même principe que pour la présentation précédente. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. J'en vois une tout de suite ici. Je t'en prie. Moi, j'avais une question pour des statistiques. En fait, j'ai comme deux questions en une. C'est est-ce que les statistiques d'augmentation sont dues au fait qu'il y a eu plus de recherches là-dessus ou est-ce que c'est vraiment une augmentation qui s'est faite? Puis, est-ce que... Quand tu parles d'augmentation, de quelle variable tu parles? Frédéric, est-ce que tu peux juste répéter la question, s'il te plaît, avant, au micro? Ben, ouais. Est-ce que tu peux juste compléter ta question? Tu as dit qu'il y avait une augmentation des statistiques, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus justement d'analyse sur ces statistiques-là ou est-ce qu'il y a eu une augmentation? Tu as dit qu'il y a une augmentation? Oui, par rapport à l'anxiété. OK, oui. Donc, la question, c'est un peu pourquoi il y a eu une augmentation de l'anxiété dans le temps. Beaucoup d'hypothèses pour expliquer ça. C'est sûr qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps la COVID. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça a fait des changements, surtout pour nos adolescents qui ont vécu beaucoup de solitude, entre autres, qui ont été très isolés aussi socialement. Et de revenir à l'école après, bien, des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas autant de compétences que si on a été sur les bancs de l'école, parce qu'on avait comme les modalités à distance aussi. Donc, ça peut augmenter l'anxiété de performance, entre autres. Comme là, je viens de te donner 2 hypothèses possibles, mais il y en a vraiment beaucoup. On peut avoir aussi la surprotection parentale, par exemple, où est-ce que les parents vont beaucoup protéger nos jeunes de plus en plus, et bien, ça peut diminuer l'autonomie de nos jeunes, puis qu'ils vont vivre encore plus d'anxiété à cause de ça. Mais il y a plein d'autres hypothèses, mais si jamais ça t'intéresse encore, on pourrait peut-être en parler par la suite. Oui, une autre main levée au milieu. Okay. Est-ce que vous développez ou est-ce que vous voyez des méthodes pour encourager les étudiants ou les jeunes qui ont un bas niveau d'auto-efficacité? De ce que je comprends de la question, c'est est-ce qu'on a comme des interventions en place qui pourraient favoriser le sentiment d'auto-efficacité? Oui, ou l'encourager chez des gens que tu vois que dans le fond, une paralysie du travail ou autre, parce qu'ils ont peur de faire les étapes. Okay. Je ne suis pas sûre de trop comprendre la question, mais honnêtement, je ne le sais pas. C'est sûr que les concepts de renforcement positif, c'est des choses qui sont plus mis en place dans des classes, mais est-ce qu'on a des interventions plus spécifiques en lien avec le sentiment d'auto-efficacité? Ça sera vérifié, mais je ne suis pas certaine. Ouais. On va prendre la dernière question au micro là-bas. Oui, en fait, l'anxiété, selon les données de santé publique, est à un niveau plus élevé chez les populations plus marginalisées en général. Donc, je me demande, est-ce qu'au niveau du sentiment d'auto-efficacité, vous avez étudié entre les différents statuts socio-économiques ou les personnes blanches versus les personnes racisées et tout ça? Ça va être ma question. Avec plus de population marginalisée. Très bonne question, honnêtement, très intéressante aussi. Clairement qu'on doit avoir des différences.
Honnêtement, je n'ai pas vérifié ça dans mes analyses statistiques personnelles, mais je trouve ça intéressant. Fait que possiblement qu'il peut y avoir des recherches qui pourraient se faire là-dessus. Là. Merci. Merci beaucoup. On va arrêter là pour la période de questions. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Frédéric. Merci à toi. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont encore des questions, pour nos présentateurs, il va y avoir une petite pause juste ici, puis évidemment, après les deux dernières présentations, on est là pour discuter. Ce qui m'amène justement à vous dire qu'on est déjà à l'entracte. C'est passé tellement vite, on ne l'a pas vu passer. Donc on se retrouve dans exactement 10 minutes. Anaëlle, tu peux me dire quelle heure ça fait, ça ? À 6h06, on se retrouve pour la suite de la soirée. Très bonne pause. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Il est donc 18h06 passé. Je vais inviter les dernières personnes à rejoindre leur place pour qu'on puisse continuer cette belle soirée sur le thème santé mentale jeunesse. En attendant, je vais en profiter pour remercier une dernière fois Madame Catherine Boileau qui n'était pas là tantôt. Donc j'en profite, qui est donc conseillère municipale du district de Brampton. Merci beaucoup pour nous aider à faire cette belle soirée et ce bel événement ce soir. Merci, merci. Donc, pour la première présentation de cette deuxième partie, nous allons accueillir Marie-Lie, qui est étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'université de Sherbrooke et qui a un projet de mémoire qui porte sur les besoins de rétablissement de traumatismes complexes des jeunes mères ayant vécu de la maltraitance dans leur enfance. C'est d'ailleurs de ça dont elle va nous parler pendant sa présentation, qui s'intitule « Les jeunes mères au parcours traumatique, la sécurité comme priorité ». Une bonne main d'applaudissements pour accueillir Marie-Lie, s'il vous plaît. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Bon, je suis contente d'être là ce soir. Moi aussi, j'étais nerveuse, mais je parle pas d'anxiété. On va parler d'un autre sujet. Donc, je parle, comme on m'a présenté, des jeunes mères au parcours traumatique. Et je veux vous parler plus précisément de l'importance de la sécurité dans leur vie. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on s'imagine tout le monde ensemble que durant ma présentation fort intéressante, il y a un ours au Boc-et-Bière. Moi aussi, je suis sur le thème des ours ce soir. Puis cet ours-là, non, il ressemble pas à ça. L'ours qu'on a ce soir dans la salle, c'est un ours. Un gros ours effrayant, il grogne pendant que je parle, il bave, il vous regarde, il est juste là, en arrière de toi ici, là, drette là, l'ours. J'aimerais savoir qui serait capable, en main d'applaudissements, de rester et de m'écouter là, pendant que je vous parle. OK, quelques courageux, courageuses. Intéressant, drôle de choix, mais c'est tout à votre honneur. En fait, il y a eu très peu de mains d'applaudissements et c'est ce à quoi je m'attendais parce que quand on se sent pas en sécurité ou quand on n'est pas en sécurité, c'est bien difficile d'écouter, d'apprendre, d'évoluer, de se développer. Et c'est un peu ça, en fait, le thème qui va revenir dans ma présentation puis qu'on va garder en tête. Donc, plus précisément, pour les jeunes mères qui ont eu un parcours traumatique, bien, elles aussi, elles ont différents besoins de sécurité, des besoins qui n'ont pas été répondus lorsqu'elles étaient jeunes, et également des besoins qui ne sont pas répondus dans leur présent de mère. Donc, c'est ce que je vais vous parler ce soir. Ah oui, j'avais une petite animation, besoin de sécurité. Ça va revenir une couple de fois. Donc, je vais commencer en vous parlant du passé de ces jeunes mères-là. Je vais parler, dans le fond, de jeunes filles pour commencer. Ensuite, on va parler du présent des jeunes mères. Et finalement, je veux finir sur une belle note en parlant de futur d'espoir. Donc, ces jeunes mères-là, lorsqu'elles étaient jeunes filles, elles ont vécu malheureusement ce qu'on appelle la maltraitance. Donc, la maltraitance, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un geste qui est posé ou encore une absence de soins qui est répété dans le temps puis qui va causer du tort à l'enfant. Puis ces gestes-là sont faits par un donneur de soins, qu'on va dire. Donc, ça peut être une personne de confiance, comme un parent, comme un oncle très significatif. Et donc, cette maltraitance-là, bien, qu'on peut appeler comme de la négligence ou des abus, cause une grande détresse puis un tort très sérieux chez ces jeunes filles-là. Et ce que ça fait, ça peut causer énormément de conséquences. Donc, directement au niveau du cerveau, il y a vraiment des
modifications physiologiques, il y a des changements dans la structure qui font en sorte qu'elles vont développer énormément de conséquences. Entre autres, elles peuvent avoir beaucoup de difficultés à gérer leurs émotions, à gérer leur comportement. Donc, elles peuvent faire, par exemple, des crises de colère, se désorganiser. Et évidemment, mais quand on a de la difficulté à gérer nos émotions, nos comportements, c'est dur de se faire des amis, c'est dur d'avoir des relations. Leur estime peut être également affectée. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de conséquences là, qui sont reliées à ça. Heureusement, il existe une instance au Québec qui s'appelle la DPJ. Donc, le rôle de la DPJ, bien qu'en ce moment, on en entend parler, puis c'est pas très rose dans les médias, bien, c'est un rôle qui est très important, puis qui est de protéger ces jeunes filles-là. Donc, la DPJ va venir protéger ces enfants-là, soit en apportant assistance aux parents, donc en les aidant et en s'assurant que la maltraitance cesse, ou encore, ils peuvent placer l'enfant dans un milieu qui est sécuritaire pour qu'il arrête de vivre la maltraitance. Donc, encore une fois, c'est le besoin de sécurité qui est bien important, puis qu'on rapporte là, ici. Mais la DPJ, c'est pas là toute une vie de temps. Quand tu arrives à 18 ans, tu es considéré comme un adulte et donc tu sors de ce système-là et tu arrives à une croisée de chemin où est-ce que là, souvent, tout ton passé, tu as eu des intervenants qui étaient là pour toi peut-être, tu as eu des gens qui sont là. Puis là, tu arrives à un moment où est-ce que peut-être que ton père et ta mère sont pas disponibles, ton char, là, il pète, tu es en plein milieu là, de l'autoroute, puis d'habitude, moi, j'appellerais mon père là, pour m'aider. Mais peut-être que ces jeunes femmes-là n'ont pas ce soutien-là puis ce réseau-là pour les aider. Donc, c'est très difficile comme entrer dans la vie adulte. Il y a vraiment un vide de service pour ces jeunes femmes-là. Et là, mettons qu'on en ajoute une couche. Il y a jusqu'à 50% des jeunes femmes qui ont un passé en DPJ qui deviennent des jeunes mères avant 21 ans. C'est énorme. Et c'est tout un défi d'avoir un enfant, d'avoir à s'en occuper quand on n'a pas nécessairement su... ou qu'on n'a pas nécessairement eu les modèles pour être un parent. Et donc, ça amène beaucoup de difficultés. Et ces jeunes mères-là, ils ont des belles volontés. Ils souhaitent vraiment pas reproduire ce qu'elles ont vécu. Elles veulent faire différent. Donc, on a une jeune mère, entre autres, qui disait, et je vais le lire du mieux que je peux, qui disait « Moi, je sens que j'ai été fuckée, là. Mes parents, c'était du monde qui criait après moi. Ma mère, souvent, sans nécessairement vouloir. Je sais pas comment qu'elle pensait dans sa tête, mais t'as bitché un enfant, là. Comme moi, je voulais vraiment pas faire ça à mes enfants. » Donc, on a des mères qui ont des conséquences de leur parcours traumatique, qui ont peut-être pas beaucoup de réseau, mais qui ont ce bel objectif-là de ne pas répéter. Bien, qu'est-ce qui arrive dans leur présent? Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de sécurité autour d'elles. Je vous vole mon punch, là. Donc, on va parler de ça, les besoins de sécurité. Bien, c'est quoi en ce moment dans leur présent? Il en manque beaucoup. Fait qu'on commence. Le premier besoin de sécurité qui manque, souvent, c'est les besoins de base. Donc, c'est malheureusement des jeunes mères qui ont souvent de la difficulté à se nourrir, à se loger, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont de la difficulté à se vêtir ou à se trouver des transports. Donc, essayer de trouver un emploi quand on est prêt à se déplacer, c'est vraiment difficile. Et donc, on avait une mère, entre autres, qui nous disait « Moi, j'ai été sur l'aide sociale pendant 7 ans. C'était pas vraiment super. Je manquais tout le temps d'argent, j'étais tout le temps en train de quêter partout. Je capotais tout le temps parce que je n'avais pas les moyens de payer mon hydro puis mon épicerie. » Donc, c'est difficile. Puis si on se rappelle avec l'ours du début, bien, si tu es tout le temps sénère puis stressé, essaie d'apprendre comment être disponible pour ton enfant. C'est pas vraiment évident. Un autre besoin de sécurité que les mères ont, les jeunes mères ont, c'est un besoin large, je l'ai appelé le besoin de non-violence. En fait, c'est que malheureusement, les jeunes mères qui ont un parcours traumatique souvent vivent beaucoup d'abus, de violences conjugales. Souvent, elles sont dans des entourages criminalisés, donc vivent des relations qui sont très difficiles. Entre autres, on avait une jeune mère qui disait, elle parle de son ex-conjoint, elle disait « Il me frappait, il me trompait, puis je pense qu'il me manipulait beaucoup. » Puis une autre jeune mère qui, elle, a réussi à s'en sortir, qui disait « Il avait arrêté de me frapper pendant que j'étais enceinte, mais ça a recommencé. Puis c'est stressant, surtout quand tu as un enfant, fait que c'est pour ça que je suis partie. » Donc, heureusement, cette jeune mère-là, elle a été chanceuse. Elle a aussi été capable d'avoir beaucoup de courage puis de s'en sortir, mais c'est pas tout le temps le cas, puis c'est pas tout le temps facile de se sortir de ces situations-là. Un autre besoin de sécurité qui n'est pas toujours répondu pour ces jeunes mères-là, c'est le besoin de gestion de symptômes.
Si vous vous rappelez, tantôt, je vous ai parlé des conséquences que les jeunes mères ont lorsqu'elles sont jeunes, donc beaucoup de conséquences. Bien, ça se traduit durant l'âge adulte par énormément de choses. C'est des jeunes mères qui vont être plus dépressives, qui vont être anxieuses, qui peuvent avoir des envies de s'automutiler, des envies des idées suicidaires, énormément de consommation aussi. Donc, entre autres, on a une mère qui disait, bien, moi, je suis en arrêt de travail en ce moment parce que je faisais des crises de panique, claustrophobe, toutes. Moi, je pense que c'est parce que je pense trop à mon passé, puis en même temps, j'ai eu 2 deuils en 2018, en plus d'une surcharge de travail. Maintenant, je prends des antidépresseurs, puis ça va mieux. Fait que ça, bien, c'est bien parce que grâce à la médication, bien, elle a réussi à se trouver un équilibre, mais c'est pas facile quand même. On a une autre mère qui disait « Je gère vraiment mal ma colère, admettons. » Quand j'étais en centre, donc c'est une jeune mère qui était en centre jeunesse, lorsqu'elle était plus jeune. J'avais fait des ateliers de gestion de la colère puis tout ça. Ça m'avait vraiment aidé jusqu'à temps que je me fasse battre à côté par mon ex. Puis comme ça a fait en sorte que je suis plus capable de rien gérer. Donc on voit que même des fois, ben, un manque de sécurité dans une certaine sphère, ça peut faire en sorte que dans une autre sphère, on n'est pas en sécurité. Donc là, ben, elle avait des symptômes, puis à cause qu'elle a été battue, qu'elle a vécu de la violence, mais ça l'a exacerbé ses difficultés. Faut pas faire bouger le micro. Le dernier besoin de sécurité, c'est le besoin de soutien émotionnel, qui est très important. Puis j'aime ça parce qu'on en a parlé un peu plus tôt. Donc, d'offrir ce soutien-là, c'est très important pour ces jeunes mères. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être aimés, d'avoir souvent un conjoint présent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on a une mère qui disait c'est dur parce que j'ai besoin de parler, mais je ne sais pas à qui parler parce que j'ai personne de proche. Donc, ça, c'est malheureux, elle manque de soutien. Alors qu'on a une autre mère qui disait heureusement, ben moi, mon chum, il arrive à me lire. C'est lui qui m'arrête, c'est lui qui me regarde, il fait « OK, va prendre une pause ». C'est comme si c'était lui ma pilule. Donc, pour un peu wrapper la présentation puis qu'on comprenne bien mon message, j'avais envie de vous faire une petite métaphore. Être un parent, on a parlé de hiking tantôt, c'est drôle, tout est relié. Bref, être un parent, c'est un peu comme une montagne. Il n'y a pas de guide, on ne sait pas trop comment faire, tout le monde apprend, on monte la montagne, puis en général, au moins, on a un bon pack-sac pour notre hiking. Dans notre pack-sac, il y a des barres-tentes parce que nous, on peut répondre à nos besoins de base. On a un partenaire qui nous encourage à monter puis à pousser plus loin. Puis on a un sleeping bag pour bien dormir le soir entre nos... C'est une grosse montagne. Mais les jeunes mères, eux autres, la montagne est vraiment, vraiment pire. C'est une montagne bien plus escarpée. Ça glisse parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas eu de modèle, ils n'ont pas appris comment faire pour être parents. Puis eux autres, ben, ils n'ont pas des bons petits sacs à dos là, bien coussinés. Eux autres, ils ont des bonnes boîtes de carton mal tapées, qui pognent l'eau. En plus, tu trouves ça, il y a plein de bébites, il y a plein de difficultés du passé. Puis malgré ça, il faut qu'ils montent la montagne pareil. Fait que moi, ce que je propose, c'est de se rappeler de tous les besoins de sécurité que je vous ai dit, puis de leur donner un bon petit pack-sac à la place. Puis avec ce pack-sac-là, si on leur donne un peu de nourriture, si on leur donne une tape dans le dos, puis si on les débarrasse de l'ours qui grogne après pendant qu'ils montent, là, ben, ça va être vraiment plus facile de se rendre en haut. Donc, pour finir, les jeunes mères qui ont toutes ces difficultés-là, qui ont toutes ces adversités-là, mais heureusement, quand ils ont du soutien, un peu comme je viens de vous en parler, elles sont capables de passer à la prochaine étape. Peut-être que la prochaine étape pour elles, c'est d'aller en thérapie. Peut-être que la prochaine étape pour elles, c'est de se trouver un travail, d'avoir de l'espoir. Puis on a une jeune mère ici que elle, sa prochaine étape, c'était d'être fière. Puis pourquoi elle a réussi à se rendre là? En fait, c'est la jeune mère qui disait que son chum, c'était sa pilule. Elle avait un bon réseau qui l'aidait, qui la soutenait. Puis elle, ce qu'elle nous a dit, puis je trouvais ça très beau, elle a dit « Ce qui me rend fière, c'est d'avoir changé, d'avoir un métier, puis d'avoir une fille en santé. » Puis ça, ben, je voulais finir là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de m'avoir écouté. Puis, avant les questions, je tiens également à remercier ma directrice qui est là ce soir, puis qui va vous... Non, mais tu m'avais dit de ne pas le mettre, Geneviève, hein? Fait que je tiens à le nommer, puis elle va présenter tantôt, donc ça va être très bon. Un grand merci, Marie-Lie, pour cette belle présentation et ce message d'espoir à la fin, un très beau message. De la même manière que pour la première partie de la soirée, a-t-on des questions dans la salle? Si oui, je vous invite à aller au micro en arrière ou à lever la main, et il faudra répéter la question, Marie-Lie. A-t-on des questions dans la salle?
Pas de questions encore? Ben, moi, j'en aurais une pour toi. Oui. Je me demandais à quel point est-ce que vous avez remarqué des caractéristiques, on va dire, socioculturelles similaires, peut-être dans les jeunes mères que vous avez intégrées à votre étude. Est-ce que... j'aurais tendance à penser que c'est probablement des mères qui viennent de milieux défavorisés, mais est-ce qu'à l'inverse, il y en a peut-être qui viennent d'un milieu qui paraît non défavorisé, mais qui, parce qu'il y a des problèmes vraiment plus familiaux, font quand même partie de ces jeunes mères en détresse? Bien, c'est une excellente question. Donc, dans le cadre de mon étude, au niveau de l'échantillon, donc les mères qu'on a pris en entrevue, c'était des mères qui étaient principalement des mères blanches. Au niveau de leur passé, donc s'ils étaient favorisés ou non quand elles étaient jeunes, si on n'avait pas l'information. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que dans les études actuelles, il y a différents besoins qui sont rapportés, comme on l'a dit, besoins de sécurité, puis ils reviennent que les mères, peu importe l'ethnie des mères, peu importe un peu leur background, donc j'aurais quand même tendance à dire que ça devrait se ressembler, mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire là, dans le cadre de mon étude. OK, super, merci. Une question au micro au fond, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? OK. Question, commentaire plus. Je suis Catherine Boileau, la conseillère qui est arrivée en retard. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste te dire que ta présentation, vraiment, ça m'a touchée beaucoup. Je la trouvais très vivante et très touchante. Je suis une jeune mère. J'ai eu une enfance pas le fun du tout. Puis, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné un pack-sac à un moment donné dans ma vie. Puis maintenant, je suis conseillère municipale. Donc, tout ce que tu disais, tu sais, d'aider ces personnes-là, ces gens-là, les personnes qui sont passées par la DPJ. Moi, j'ai pas eu la DPJ, moi, je suis restée dans ma famille. Mais d'aider les personnes qui ont des difficultés, qui ont des boîtes de carton mouillées ou qui n'en ont pas du tout même, ça a un impact. C'est important. Puis même si tu as l'impression que ça fait rien, à force d'être là, d'être présent puis de ne pas abandonner, ça aide la personne puis ça a vraiment un impact. Bravo pour ta présentation. Puis, ben, je te remercie. C'est vraiment un super beau témoignage. On aurait le temps pour une dernière question de l'auditoire. Oui, je vois derrière, je t'attends au micro. Merci beaucoup pour ta présentation. Parmi tous les besoins de base que tu as nommés chez les enfants, c'est lequel, je veux dire à la positive, le plus important, puis à l'inverse, c'est quoi qui impacte le plus un enfant comme négativement? Qu'est-ce qui va faire que dans son développement, ça va être le pire, dans le fond, à faire à un enfant? C'est-tu la violence, c'est-tu le manque de validation, etc.? C'est quoi qu'on veut faire, finalement? C'est une grosse question. Avec mon background de psychoède, j'aurais tendance à dire... Bon, je pourrais passer longtemps pour répondre à ta question. En fait, un des éléments qui va changer un peu comment est-ce que l'enfant en ressort de la maltraitance, ça peut être comment qu'il perçoit subjectivement. D'un enfant à l'autre, et même on le voit, des jumeaux d'une fratrie à l'autre, d'une famille à l'autre, qui subissent le même traitement, pourraient avoir des conséquences différentes parce que ça dépend comment ils l'ont perçu, comment ils l'ont intériorisé. Donc, pour un enfant, un abus physique pourrait être vraiment pire, puis pour l'autre, ça pourrait être la négligence. Ça va vraiment dépendre. Je pense pas qu'il y a moyen de les catégoriser. Fait que ça serait ça ma réponse à ta question. Je sais pas si ça répond. Oui? Bon. Merci beaucoup. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Marie-Lie. Très belle présentation. On a des présentations de qualité ce soir. Vraiment très beau sujet. Beaucoup d'émotions quand même, hein. En tout cas, c'est mon cas. Pour terminer cette soirée, puisque oui, on est déjà à la fin, il ne nous reste plus qu'une seule présentation. Nous allons accueillir Geneviève Paquette, qui est professeure et qui assure la direction du GRISE, donc du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke, notre collaborateur ce soir. Elle dirige également l'équipe de recherche sur l'adaptation positive, le bien-être et la santé mentale des jeunes qui sont exposés à un risque accru d'adversité familiale ou sociale, financé par le FRQSC, le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture.
Le titre de sa présentation, ça s'intitule « Soutenir, un facteur clé pour les adolescents victimes d'agressions sexuelles ». Une bonne main d'applaudissements pour Geneviève, qu'on accueille sur scène tout de suite. Bon, merci beaucoup. Dernière présentation avec moi. Alors, petite question déjà. On va commencer avec une question pour la salle. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut favoriser le rétablissement des adolescentes qui ont été victimes d'agressions sexuelles? J'aimerais savoir 2, 3 réponses là, qui vous viennent en tête. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, on en convient. Oui? Le soutien perçu. Oui? L'écoute. Être cru. C'était ça. Bien, vous savez déjà beaucoup de choses quand même. Mais vous auriez pu me nommer la réponse que moi j'attendais, mais là, je ne l'aurais pas. C'est habituellement, les personnes pensent que ce qui est le plus important, c'est d'avoir accès à des services super spécialisés en agression sexuelle. N'avez-vous pas déjà pensé ça, hein, qu'une victime, ce qui est vraiment le plus important, c'est qu'elle ait des services spécialisés en agression sexuelle? Alors, on ne dira pas non. Mais un des facteurs déterminants, c'est le soutien social. Alors, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de recoupements de nos présentations. C'est donc le soutien qu'on peut leur offrir nous-mêmes comme personnes. Alors, pour offrir du soutien à une adolescente victime d'agression sexuelle, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est l'agression sexuelle lorsqu'elle se produit avant l'âge de 18 ans. Alors, c'est tout acte ou jeu sexuel avec ou sans contact physique. Ça, c'est souvent une dimension qui est un peu moins connue. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir contact physique pour qu'il y ait agression sexuelle, qui implique une personne qui est en situation de pouvoir, de contrôle ou de responsabilité, d'autorité envers la victime, qui est âgée de moins de 18 ans. Alors, pouvoir, responsabilité, autorité, on parle, par exemple, des rôles parentaux, de l'enseignement, les coachs ou encore les pères qui sont plus âgés. Alors, à partir du moment où il y a une certaine différence d'âge. Ces actes, c'est important de le rappeler quand même, il faut qu'ils aient pour but de stimuler sexuellement soit le jeune, soit se stimuler soi-même, parce qu'il faut éviter les situations où, par exemple, si je pars de la salle de bain, je m'en vais à ma chambre, c'est tout droit, j'ai oublié ma serviette et un adolescent me voit, ça ne constitue pas une agression sexuelle parce que mon intention n'en est pas une de stimulation sexuelle. Alors, vous comprenez que cette dimension-là est importante. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'agression sexuelle avant l'âge de 18 ans, c'est rare. Alors, détrompez-vous. Si vous étiez des chercheuses et des chercheurs en agression sexuelle, j'apporterais énormément de nuances, mais sachez qu'il y a un consensus scientifique chez les chercheuses et les chercheurs en agression sexuelle pour dire que c'est environ 20 des femmes adultes en Amérique du Nord, incluant au Québec, qui rapportent avoir vécu une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. C'est donc une femme sur 5. C'est énorme. Et sachez aussi que chez les garçons, c'est un garçon sur 10, ce qui n'est pas rien non plus hein, avant l'âge de 18 ans. Toutefois, chez les garçons, on sait que c'est surtout lors de l'enfance que ces événements-là ont plus de risques de se produire. D'ailleurs, une des choses qu'on pense souvent aussi, c'est que ce n'est pas les adolescentes qui sont le groupe le plus à risque. Eh bien, 50% environ des situations d'agression sexuelle qui sont jugées fondées au sens de la loi sur la protection de la jeunesse au Québec concernent des adolescentes. Alors, pourquoi les adolescentes sont particulièrement à risque? Parce qu'on le sait, hein, les auteurs d'agressions sexuelles, ce sont la plupart du temps des personnes qu'on connaît. Alors d'abord, durant l'enfance, ce sont souvent des personnes qui sont à l'intérieur de nos familles, qui vont commettre des agressions sexuelles envers, par exemple, les filles. Et à l'adolescence, bien, ça va se propager dans d'autres environnements parce que les adolescentes vont commencer à avoir des activités sociales, des activités de loisirs. Et à ce moment-là, évidemment, la supervision parentale diminue, ce qui est tout à fait normal, hein, parce qu'une adolescente prend de l'autonomie. Et donc, elle est plus à risque encore de fréquenter des environnements où il y a un auteur d'agression sexuelle. Pourquoi c'est important de soutenir une adolescente victime d'agression sexuelle sur le plan social? Bien, pour répondre à cette question-là, je pense que c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le processus de rétablissement d'une victime, d'une adolescente victime, suite à un événement comme une agression sexuelle. Bien, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a environ 80% des personnes adultes qui vont nous dire « Moi, j'ai déjà dévoilé l'agression sexuelle dans l'enfance que j'avais vécue ».
20 de ces personnes-là, que ce soit des hommes ou des femmes, vont nous dire qu'ils l'ont fait dans le mois suivant l'agression sexuelle. 60 vont nous dire qu'ils l'ont fait jusqu'à plus de 5 ans après l'événement. Et enfin, il y a un 20 qui n'a jamais dévoilé. Mais sachez que le soutien social commence dès ce moment. Si vous recevez un jour une confidence d'une adolescente ou de toute personne, mais d'une adolescente victime, si vous la croyez, ce que vous savez déjà, vous la croyez, vous l'écoutez, vous la soutenez, vous lui offrez du réconfort, eh bien, vous risquez d'améliorer sa santé mentale parce que ça va venir créer un effet positif sur le stress qui est relié à l'agression sexuelle. Vivre une agression sexuelle est un événement très stressant et l'adolescente va utiliser, si on veut, 2 éléments pour gérer ce stress-là. D'abord, des cognitions, donc des pensées qu'elle va ou non développer suite à l'agression sexuelle qu'elle a vécue. Si une adolescente se met à penser que le monde est un endroit extrêmement dangereux partout, qu'il n'y a personne à qui elle peut le faire confiance et que c'est une personne sans valeur puisqu'elle a été agressée sexuellement, eh bien, on comprendra que ces pensées-là sont associées à des problèmes de santé mentale. L'autre élément avec lequel elle va gérer aussi le stress relié à l'agression sexuelle, ce sont les stratégies adaptatives. Alors, on sait que la recherche de soutien social est importante, est associée à moins de conséquences, à une meilleure santé mentale. Par contre, le fait de s'isoler et d'éviter de demander de l'aide est associé à davantage de problèmes. Et vous voyez évidemment que penser et stratégie d'adaptation s'inter-influencent, parce que si je recherche du soutien social, il y a de plus grandes chances que j'ai accès à du soutien, du réconfort qui vont venir défaire ces pensées-là qui peuvent être associées à des conséquences négatives. Alors, comment ça fonctionne, le soutien social, dans ce processus-là que je viens de vous présenter? Bien, la meilleure image, je trouve, c'est celle du coussin gonflable dans une voiture. Dans la littérature scientifique, on va dire que le soutien social a un effet tampon entre, disons, l'agression sexuelle et les conséquences psychologiques que la personne peut développer. Alors, un peu comme à l'image d'un coussin gonflable, quand on a un accident, le coussin gonflable permet de réduire les dommages de cet accident-là sur nous. Alors, c'est le même principe pour le soutien social. Dans le jargon scientifique, on appelle ça un facteur de protection. Et dans le domaine des adolescentes victimes d'agressions sexuelles, on sait que c'est un facteur de protection majeur qui peut vraiment réduire, voire faire disparaître les problèmes qui pourraient survenir suite à une agression sexuelle. Vous allez me dire, oui, mais ça prend du soutien spécialisé aussi, Geneviève. On n'y pas ça. Hein? On appelle ça le soutien formel qui est offert par les services. Effectivement, les études montrent que les adolescentes victimes d'agressions sexuelles qui ont reçu des services spécialisés en agression sexuelle s'en sortent mieux psychologiquement que celles qui n'en ont pas reçu. Mais ça ne veut pas dire que ce soutien-là ne doit pas se conjuguer avec du soutien qu'on appelle informel, donc du soutien social qui est offert par l'entourage. Les études démontrent que dans tout le soutien qu'on peut offrir à une adolescente victime d'agression sexuelle, la dimension la plus importante, c'est le soutien dit émotionnel. Alors, c'est vraiment tout le réconfort qu'on peut apporter à une adolescente victime. Le sentiment qu'elle est précieuse aux yeux de quelqu'un va être vraiment important. Ce qui est à éviter, c'est de lui dire quoi faire en lien avec l'agression sexuelle. Évidemment, une adolescente, des fois, il faut lui dire « fais tes devoirs ». Là. On ne parle pas de ça. Mais là, ici, on parle plutôt de ne pas lui dire quoi faire en lien avec l'agression sexuelle. Donc, tant mieux, mange plus, va voir le médecin. Alors, on essaie plutôt de travailler avec elle à trouver des solutions plutôt que de lui imposer des solutions. Et enfin, il ne faut pas oublier que les adolescentes victimes d'agression sexuelle sont d'abord et avant tout des adolescentes en plein développement. Hein? Donc, le développement de l'adulte se termine, on dirait de plus en plus tard, hein, semble-t-il, mais au début de l'âge adulte. Et donc, on peut soutenir les adolescentes aussi dans les activités habituelles de la vie, lesquelles sont importantes pour son développement cognitif, affectif, social, qui est toujours en train d'avoir lieu malgré cet événement adverse-là. Alors, en terminant, je voulais vous présenter quand même un outil qui a été conçu par le regroupement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, ce qu'on appelle les CALAX. Alors, les CALAX sont un petit outil sur les attitudes aidantes
à adopter avec une victime d'agression sexuelle. Alors, on en a vu plusieurs ensemble. Je vais regarder celle qu'on n'a pas vue encore, comme assurer la confidentialité. Alors, supposons que je soutiens une adolescente victime d'agression sexuelle. Il se peut que moi-même, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'en parler à une personne parce que c'est quand même un événement différent. À ce moment-là, il est vraiment important d'assurer la confidentialité quand on en discute. Par exemple, ne pas nommer le nom, ne pas nommer de détails qui permettraient que cette personne-là soit reconnue. Parce que l'adolescente, évidemment, elle se sent déjà assez stigmatisée comme ça. Elle n'a pas le goût que les personnes la regardent et disent « C'est elle? Ah oui, c'est elle. » Comme ça, elle n'a vraiment pas besoin de ça. On peut même, pour assurer la confidentialité, appeler des organismes, dans des organismes qui sont spécialisés dans l'intervention d'agression sexuelle, comme les CALAX offrent, par exemple, des services aux proches, aux proches aidants. C'est important d'éviter les réactions trop fortes. Alors, on peut penser que d'être bien fâché après l'agresseur devant la victime, ou d'être bien triste de ce qui lui arrive, ou encore d'être bien étonné de ce qu'elle nous raconte, ça va lui faire du bien. Bien, on risque plutôt d'avoir l'effet contraire. Parce que si on a des réactions trop fortes, ce qu'on est en train de dire à la victime, en d'autres mots, c'est « Ouf, c'est beaucoup trop lourd ce que tu vis. » Alors, tu sais, moins tu vas m'en parler, mieux je vais aller. Hein? Elle peut l'interpréter comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire semblant qu'on ne sent rien. Il faut essayer de trouver le sweet spot, si je peux me permettre l'anglicisme, où on sent, on est ému, on ressent nos émotions, mais en même temps, on reste disponible puis centré sur les besoins de la victime. On va aussi la déculpabiliser, on ne le dira jamais assez, il n'y a aucune raison d'être agressé sexuellement. Alors, c'est jamais la faute de la victime lorsque cela survient. Et ça va être important de valider son vécu. Le processus de rétablissement d'une agression sexuelle, surtout à l'adolescence, c'est fait de haut et de bas. Et c'est un processus parfois qui est aussi marqué par des allers-retours. La victime, l'adolescente va mieux, elle pense que c'est fini, tout va bien. Puis à un moment donné, revient des souvenirs, puis revient, par exemple, des états un petit peu plus de tristesse. Puis là, elle va être découragée, elle va se dire, mais voyons, vas-tu finir un jour? Alors, ce que vous pouvez faire dans ces moments-là, c'est lui montrer quand même que même si, oui, il y a un retour d'un épisode un peu plus difficile, ça va quand même mieux que la dernière fois. Puis là, il faut trouver où ça va mieux, lui dire pour qu'elle le remarque, parce que sinon, elle ne le remarquera pas forcément. Et surtout, stimuler l'espoir que ça va toujours aller de mieux en mieux. On va garantir sa sécurité, son développement et assurer une présence. En terminant, je vous laisse une petite boussole. Il me reste 2 diapos. Je prends un petit peu plus de temps. Je suis vraiment cordonnier mal chaussé. Je suis la professeure, c'est moi qui dépasse mon temps. Alors, la boussole du soutien. Alors, si vous avez donc un jour à soutenir une adolescente victime d'agression sexuelle, il y a 4 points cardinaux. Le premier, assurer sa sécurité. Son sentiment subjectif de sécurité ou vraiment objectivement sa sécurité. Mais par exemple, si une adolescente vous dit que depuis qu'elle a vécu une agression sexuelle, elle a peur de prendre l'autobus tout seul, même en plein jour, même si l'agression ne s'est pas passée dans un autobus, bien, au lieu de s'ostiner avec elle sur le fait que c'est complètement irraisonné, offrons-lui du transport pendant un certain temps. Puis, elle ne peut pas gérer toutes les conséquences en même temps. Donc, ça peut être des gestes aussi simples que ça. Il faut vraiment travailler sur la confiance dans la relation. Alors, si vous allez chercher de l'aide à l'extérieur, il vaut mieux le dire. Il vaut mieux dire, je vais consulter moi-même, mais ce n'est pas parce que je trouve ça difficile ce que tu vis, c'est parce que tu es tellement précieuse à mes yeux que je veux être sûre qu'on fasse bien ça ensemble. Puis, je nommerai pas aucun détail qui va permettre que tu sois identifié. Alors, vous voyez, on est toutes capables de faire ça. On va soutenir son pouvoir d'agir. Elle a une nouvelle idée. Elle veut commencer à faire de l'escalade. Bon, vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas rapport avec l'agression sexuelle. Bien, tant mieux! Alors, elle veut faire quelque chose de nouveau. Soutenez-la dans cette nouvelle activité-là. Et enfin, centrez-vous sur ses besoins. N'oubliez pas que c'est une adolescente. Elle n'a pas toujours le goût d'être en train de penser à l'agression sexuelle qu'elle a vécue. Donc, souvent, ce qu'on peut dire quand on soutient une victime d'agression sexuelle, c'est de dire, ben moi, je t'en reparlerai pas à chaque fois qu'on va se voir, là. Donc, si toi, tu as le goût vraiment de reparler de ça,
Tu me le dis. Moi, sinon, je vais t'appeler, je vais prendre des nouvelles, je vais faire des activités avec toi, tu vas me dire de quoi tu as besoin, mais si tu as le goût de me parler que ça va pas bien, je vais t'écouter, mais je te demande pas. Tu sais, il faut éviter que quand la victime l'adolescente nous croise, elle se dit, bon, là, Geneviève, vas-tu me parler de ça? Là? Puis que là, moi, je suis comme, ça va-tu bien? Comme ça risque de toujours raviver le souvenir de l'agression sexuelle. Il ne faut pas raviver ça 24 heures sur 24 pour fonctionner. Alors, en terminant, je voulais quand même vous présenter un petit extrait d'une étude qu'on a conduite donc auprès d'adolescentes qui avaient subi des agressions sexuelles sévères. Le message de Peggy Anne qui nous dit « Ce qui donne un sens à ma vie, c'est tout le soutien moral, toute l'aide que j'ai autour de moi. Ils me disent que j'ai des valeurs, que je suis quelqu'un de très, très, très aimable, puis que je vais réussir dans la vie et tout. » Alors, j'espère vous avoir convaincu qu'on peut faire une différence grâce au soutien social offert à des adolescentes agressées sexuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette très belle dernière présentation. Vous connaissez le principe, c'est toujours la même chose. Levez la main, allez au micro. On attend vos questions. Je vois quelqu'un qui se dirige vers le micro. Monsieur, allez-y. Madame, merci de la présentation. Advenant le cas qu'on a une confidence d'une adolescente, mais qu'on n'est pas nécessairement une personne du milieu ou une personne qui est en connaissance de cause, quelle serait la meilleure porte pour cette personne-là pour aller frapper et dire « moi, je vais aider cette personne-là » et qui peut me guider ou la guider, cette personne-là, dans le développement de ce que vous proposez comme soutien? Hey, merci beaucoup pour votre question. J'ai dû couper beaucoup de matériel. Gaëlle m'a dit « Geneviève, ça ne fonctionne pas du tout. Tu fais 18 minutes. » Alors, j'en ai coupé, mais dans le matériel qui est proposé, il y avait justement des réponses à cette question-là. Il faut d'abord savoir qu'au Québec, la loi sur la protection de la jeunesse nous oblige, tout citoyen, toute citoyenne, qu'on soit ou non des professionnels, à signaler toutes les situations d'agression sexuelle pour lesquelles on a un doute raisonnable. Alors, la DPJ, comme Marie-Lie l'appelait tantôt, offre donc le service d'évaluer la situation, puis de recommander l'adolescente, sa famille, vers des services. Puis vous, comme personne de l'entourage, en plus de ce signalement-là, bien, ce qu'on peut faire, c'est vraiment demander un accompagnement, par exemple, au Calax ou au Chaz, si c'est un garçon, parce qu'on a l'incroyable opportunité en Estrie d'avoir un service pour les hommes agressés sexuellement, pour les femmes agressées sexuellement, puis même pour les auteurs de violences sexuelles à Sherbrooke. Donc, on est vraiment très bien pourvus, en espérant que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un au micro. Est-ce que c'était pour une question aussi? Oui. Je t'en prie. Évidemment, l'adolescence, c'est un moment de développement sexuel assez important. Puis, une agression, mais ça vient troubler ce processus-là. Qu'est-ce qui peut être fait pour encourager les jeunes à avoir un développement sexuel normal après un événement comme ça? Oh, mon Dieu! Ah ouais, la question à 100$, là. Attends une minute que je fouille. Que je fouille dans tout ce que j'ai lu, là, que j'ouvre tous les classeurs. Ben, c'est sûr que ça va m'amener à parler un peu des thérapies qui sont offertes pour les victimes d'agressions sexuelles, thérapie individuelle, thérapie de groupe. Et évidemment, la sexualité saine doit être abordée, doit faire partie des contenus qu'on aborde. Dans l'ancien temps, ben, pas tant que ça non plus, là, mais quand j'ai fait mon doctorat, j'ai eu la chance d'évaluer les effets d'une thérapie de groupe auprès d'adolescentes agressées sexuellement. Puis un des facteurs qui ressortait, notamment, c'était que pour traiter les contenus sexuels, surtout les contenus d'égalité entre les hommes et les femmes, c'était bien à ce moment-là d'avoir un homme et une femme professionnels dans l'animation. Donc, c'est vraiment un contenu important. Toutefois, c'est mieux de séparer les filles et les garçons quand on parle vraiment de sexualité, là, c'est-à-dire comment ça se passe, toi, ta sexualité. Ça, une adolescente est moins à l'aise d'en parler devant un homme adulte. Mais quand c'est plus comment ça doit se passer, une relation amoureuse, tout ça, là, les deux est important.
En espérant que ça répond un peu au questionnement. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Oui. Ouais. Il faudrait répéter la question, s'il vous plaît. Ah oui. Donc, quelle serait la source la plus importante de soutien dans l'entourage d'une victime? Est-ce que je traduis bien? Oui. Et donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le soutien maternel. Donc, l'importance, parce que souvent, dans les agressions sexuelles intrafamiliales, c'est-à-dire qui se produisent au sein de la famille, par exemple, là, vraiment la famille immédiate, là, c'est souvent la mère qui n'a pas agressé. Fait qu'on l'appelle, dans le jargon scientifique, on l'appelle le parent non agresseur. Elle passe de mère à parent non agresseur. Et puis, on a beaucoup étudié le soutien de ces mères-là, le soutien spécifique en lien avec l'agression sexuelle, puis le soutien un peu plus général de comment, tu sais, ce que je vous disais, le soutien général. Là. Puis en fait, les études ne s'entendent pas sur les résultats. Certaines études qui nous montrent que c'est le soutien spécifique de la mère qui est le plus important, puis d'autres qui nous disent que non, on n'a pas d'effet de ce côté-là, mais que c'est plutôt le soutien général. Mais donc, ce soutien-là a été beaucoup étudié. Puis sinon, le soutien par les pairs du même âge, notamment dans les groupes de thérapie d'adolescentes. On pense que chez les adolescentes, la thérapie de groupe est particulièrement indiquée. Surtout lorsqu'elles ont été agressées sexuellement, parce qu'être tout seul avec un adulte dans un bureau, il y a quelque chose qui reproduit un peu le secret, tout ça. Tandis qu'être en groupe avec des filles de son âge qui ont vécu le même événement, ça fait naître le sentiment, on appelle ça le sentiment d'universalité. C'est donc un facteur thérapeutique quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous. Ça nous sort de notre isolement, ça nous fait voir qu'on n'est pas seul. Puis seulement ça en soi est thérapeutique. Alors j'espère que j'ai répondu. C'était pas parfait comme réponse, mais merci. Un grand merci Geneviève pour cette présentation et cette belle réponse aux questions. Donc, comme vous l'aurez compris, ça sonne la fin de cette soirée Bistro Brain, ou en tout cas la fin des présentations. Je devrais vraiment pas dire la fin de la soirée, parce qu'on s'attend à ce que vous restiez tous après pour discuter avec nos super présentateurs, éventuellement avec l'équipe si vous avez le goût. Donc on va commencer les remerciements. Tout d'abord, une main d'applaudissement s'il vous plaît pour vous-même. Quel beau public ce soir. Merci beaucoup de vos interactions, de toutes vos questions. Et merci d'avoir simplement été présent. On espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. Moi, en tout cas, j'en ai beaucoup appris. Donc, merci également à nos présentateurs. Ça fait une super transition. Une main d'applaudissement pour nos présentatrices, même ce soir. Merci donc Frédéric, Geneviève, Marélie et Elisabeth. Un merci aux bénévoles de Bistro Brain. Oui, oui, on est comme ça. On s'auto-applaudit, finalement. Et vous pouvez nous applaudir aussi. Merci, merci. Donc, merci à Émilie, Gaëlle, Anna-Ève, Loïc, Laurie, Alexis et, j'oserais-tu, moi-même. Oups. Merci au Bocquet-Bière de nous accueillir tous les mercredis, un mercredi par mois, voire même des fois plus. Donc, de nous accueillir depuis quand même de nombreuses années. Donc, merci au Boc, merci à Benjamin, Tristan, MD et Raphaël qui vous ont servi et qui vous ont nourri ce soir. Une main d'applaudissement pour eux, s'il vous plaît. On en profite pour remercier une dernière fois nos commanditaires, Madame Catherine Boileau, le Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke, Solstice Sauna, le Remdus, le Sareus, la Feus, le Grise et la Faculté d'éducation, qui sont nos 2 collaborateurs pour cette soirée ce soir. Une main d'applaudissement pour eux également. J'espère qu'après tout ça, vous avez encore des mains, parce que vous avez quand même pas mal applaudi ce soir. Merci, merci pour ça. Ok, applaudissez plus alors.